Et bonsoir, Radio Paddock. Hop là, je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau live. Hop là, j'espère que vous serez au rendez-vous comme d'habitude, qu'on va se régaler avec toutes les anecdotes de Laurent. Et hop là, Marina, toujours la première. Hop là, Laurent, il est là, il vient d'arriver. On a Romain aussi. Allez, c'est parti. Hop là, alors, tac. Et hop, on va voir Laurent dans 2 secondes. Salut. Salut. Ah, Ça va et toi? super bien, super bien. Tu m'entends bien? C'est bon, c'est nickel? Parfait. Impeccable, bon bah c'est très bien. Bon ça va, tu passes une bonne journée en Uruguay? Ouais, tranquille. Ben, comme tout le monde, nous, on n'est pas, c'est pas obligatoire la quarantaine, mais Mhm. moi, je préfère la faire. Ouais, C'est quand même conseillé. Donc, ouais, tu fais attention. Ouais. ça fait 3 semaines qu'on sort très peu, mais c'est pas obligatoire. On a très peu de cas encore ici. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est ce que tu me disais par message la dernière fois. Bah nous c'est un peu bien conseillé quand même, hein, parce que mine de rien, nous on va ressortir du confinement sûrement à partir du 11 mai, donc on a encore un petit peu de temps, tu vois. Donc on va voir, hein, on va voir si bah, comment ça va s'organiser, etc. Mais bon en attendant, bah, on fait comme toi, tu vois, on reste bien au chaud, tranquille, on fait attention, on fait attention. Tu vois, il y a Nance qui dit comment on fait pour avoir la même barbe que Laurent. Alors ça, je sais pas, faut demander à Laurent. Ben, ça, il faut faire 3 semaines de confinement, en fait. J'ai essayé de ne pas me raser pendant que j'étais en confinement. Ça marche. Ok, cool. Et ben du coup, si t'es prêt, si t'es chaud, que t'es en forme, et ben vas-y, on attaque, hein. Parfait, Allez. parfait, parfait. Et ben du coup, est-ce que tu peux commencer, ben, comme tous ceux qui sont passés avant toi, par te présenter tout simplement, pour rappeler à tout le monde qui tu es. Ben, j'ai 42 ans, je suis originaire de Nîmes. Mhm. Euh, je suis parti à l'âge de 19 ans vivre en Amérique du Sud, en D'accord. Uruguay, Ouais. précisément pour une raison professionnelle. En fait, je travaillais dans les travaux publics, donc je suis venu en Amérique du Sud. D'accord, cool. Euh, euh, et je faisais de la moto en France, je faisais Mhm. du motocross dans la Ligue de Languedoc-Roussillon. Après, je suis passé à faire de l'enduro. Ouais. De l'enduro en France. Et premier rallye avant de déménager à l'Amérique du Sud, en Ok. Tunisie, 98, j'avais 19 ans, 18 ans. D'accord, ok, ouais, ouais. Donc ça fait quand même un moment que du coup, voilà, t'as le rallye raid dans le sang, quoi. Alors ouais, ça fait quand même pas mal d'années parce que moi j'ai regardé un petit peu donc du coup tout ce que tu avais fait. C'est vrai que ben, Romain là qui t'avait envoyé le message forcément, il m'avait envoyé plein d'infos. Il m'a dit tu vas voir, il est plein d'anecdotes, il a tout fait, c'est un truc de fou et tout. Et c'est vrai que j'ai vu, tu as quand même un sacré palmarès parce que sur 12 Dakar, tu en as fini 10, ce qui est déjà une performance en soi. Et en plus, bah, quand même dans des belles places, hein, parce qu'à chaque fois, je crois que tu étais dans le top 50 à chaque fois. Ouais, j'ai fait 4-5 dans les 35 Mhm. premiers, et après, bon, j'ai un peu vieilli, j'ai eu un peu plus de chutes, et j'ai retourné entre la 40e et 50e Ok, d'accord. dernier Dakar. Ouais. Ouais, bah après, c'est Voilà. vrai que pour moi qui suis juste un doux rêveur de rallye raid, tu vois, moi je trouve ça déjà très bien, hein. C'est vrai que ça fait envie, hein, quand même, moi je trouve. Et puis, tu vois, pour en avoir parlé plein de fois avec Romain, c'est vrai que nous deux, on aimerait bien aller s'essayer à faire du rallye raid. Donc, de t'avoir là dans le live, en plus, je vais pouvoir te poser plein de questions qu'on m'a posées, mais qui étaient déjà mes questions, parce que moi, ça m'intéresse grave, quoi. Du coup, tu vois, la question qui est un peu revenue, on va dire, de manière générale, c'est comment t'étais venu la passion du rallye raid, tu vois, pour commencer. Ben, la passion, c'est mon père faisait de la moto, faisait des Mhm. courses de moto, enduro, tout, et puis je me rappelle que tous les ans, on regardait la télé, le Paris-Dakar à Ouais, l'époque. ok. Et c'est vrai que je regardais, lui, il voulait le faire, mais moi, j'avais peur qu'il le fasse parce qu'à Mhm. l'époque, il y a toujours des accidents graves et tout Bien ça, sûr. donc je voulais pas qu'il le fasse. Mhm. Et puis, par hasard, en fait, je faisais de l'enduro, j'étais aidé par un magasin à Aix-en-Provence qui s'appelait Crocodile Motor. Ok, d'accord. Et le patron, Daniel Terry, qui faisait des rallyes. Et en fait, un temps avant son premier rallye, s'était blessé. Ouais. Et donc, il m'avait dit, oh, pourquoi il essaie de convaincre de le faire, Mhm. du moins en reprenant sa moto, il montait son assistance. Et Ouais. c'est là que j'ai découvert en fait, le rallye de Tunisie. Ok. À l'époque, c'était 7-8 jours et il y avait plus de 200 motos. C'était la grande course de rallye du championnat du monde, on va dire. Ok. Et c'est vrai que c'était fantastique. Je Mhm. m'étais régalé, j'avais découvert des airs. J'étais allé un peu inconscient parce que je ne savais pas naviguer. Donc, Mhm. à l'époque, on n'avait pas les systèmes qu'on a d'aujourd'hui. Donc, on nous D'accord. avait dit qu'il faut que tu aies un GPS. Donc, un Mhm. GPS.
mais j'avais rentré aucune coordonnée, j'avais rien. Donc, Ok. je ne savais même pas m'en servir, mais j'avais le GPS. Ouais. Et je ne savais pas naviguer parce que ça a été rapide, ça a été vite les premiers temps, Mhm. du moins pour arriver à ce rallye. Ok. Bah ouais, c'est vrai que bon, tu vois, rien que ce petit détail-là, quand tu commences et que tu vas avec un GPS, mais que voilà, tu sais pas trop comment ça va se passer, c'est l'aventure, quoi, c'est l'esprit du truc, quoi. Mais c'est vrai que là, ouais, j'imagine qu'arriver là-dedans, ça a dû te faire, ça a dû te secouer un petit peu quand même, parce que le rallye de Tunisie, donc t'as dit que c'était en 98, je crois, cette course-là, t'as dit? 98. Ouais, Ouais. ok, à 19 ans, tu vois, déjà, c'est cool hein, d'avoir pu faire ça à cet âge-là, c'est un truc de fou, je suis sûr que tu devais être comme un gosse, quoi. Mais, Ah oui, ok. ouais, j'étais comme un gamin, puis c'était vraiment fantastique de découvrir les dunes et tout, mais Mhm, en même temps, j'ai pris conscience qu'il fallait le prendre entre parenthèses sérieusement parce que mhm, durant ce rallye, il y a eu 3 accidents mortels ok. Mhm, et des gens qui se sont perdus et tout. Donc, moi, un jour, je me suis vraiment perdu et c'est là que j'ai dit faut que c'est la navigation mhm. pendant le rallye parce que jusqu'à à la moitié du rallye, je faisais que suivre les gens. Ok, d'accord, ouais. Euh, un rythme correct, donc j'étais tout le temps sur les 200, dans les 50 premiers. Mhm, Je suivais. Puis un jour, en fait, on était dans les dunes, il y avait une tempête de sable, je tombe. À l'époque, on avait un 400 XR, donc si tu tombais, tu mets 10 minutes à redémarrer. tu m'étonnes, ouais. Et le temps que je relève la moto, je redémarre, il y avait tout le monde qui avait disparu. Mhm. Et il n'y avait plus les marques au sol, vu la tempête de sable. Ouais, du coup, Je il fallait que cherchais tu où retrouves ton j'étais. chemin, ouais. Mhm. J'avais mon roadbook qui était à zéro, j'avais mon roadbook que je ne savais pas où j'allais. Et donc, j'ai dit, ben, j'ai le GPS. J'ai allumé le GPS en pensant qu'il allait me dire une flèche, quelque chose. Bien Mhm. sûr, il y avait. Et par chance, j'ai tourné pendant 1 heure, j'ai fait des allers-retours jusqu'à que je suis tombé sur quelqu'un et je l'ai suivi jusqu'à l'arrivée. Ok, Mais c'est là que je me suis promis à la fin de l'étape. Justement, ce jour-là, il y a eu les 2 morts. ok. Et c'est là que je me suis dit, je retourne, il faut que j'apprenne. Et le soir même, j'étais avec des techniciens GPS pour essayer au moins de comprendre comment ça marchait. Bah ouais, j'imagine, ouais, j'imagine que ça a bien dû te faire flipper un petit peu quand même aussi, à certains moments. Donc ouais, ça a dû te marquer, ouais, je comprends bien. Tu vois, on a Estelle Villemain là, qui nous dit justement les dunes, tu vois, avec plein de bonheurs, avec plein de bonhommes avec des cœurs dans les yeux. Je crois que c'est quelque chose de magique, hein. Une fois que tu y as goûté, après, c'est quelque chose de particulier, quoi. Allez, si que moi j'y passe, j'ai arrêté, j'ai fait mon dernier Dakar en 2018, mais j'y Mhm. vais au moins 5 6 fois à l'année dans les dunes. Ouais, Je suis en Argentine, on en a beaucoup, mhm. même 1500 km de la maison, mais je pars à chaque fois une semaine et Ouais, c'est vrai que c'est fantastique. C'est du surf dans les mhm. dunes et puis d'être libre, Ouais, c'est la folie, nous ouais. on a des endroits, Mhm. c'est des centaines de kilomètres de dunes et c'est magique. Ouais, c'est sûr que des grands espaces pareils, en plus de terrain de jeu, ça va être fantastique ouais, de pouvoir s'amuser là-dedans. Tu vois, ouais, Estelle, elle confirme, elle dit rouler dans les dunes, c'est comme surfer, mais ça donne le mal de mer, elle dit. Ouais, c'est vrai qu'il y a Mm. beaucoup de pilotes qui ont le mal de mer dans les dunes, hein. Il y a Ok. beaucoup de pilotes. Je crois que Xavier de Soutré a ce problème Mhm. dans les dunes. Ok. Il arrive à choper comme le mal de mer dans Ok, les ouais, dunes. avoir une sensation un peu similaire. Ouais, c'est ouf, tu vois, des petits détails comme ça. Je pense que tant que tu n'y es pas allé, moi le premier, bah, tu peux pas trop savoir hein, ce que ça fait exactement, quoi. Alors après, du coup, justement, tu parlais un petit peu donc de la navigation de tout ça. Est-ce que toi, tu avais enfin, je veux dire, ça te prenait combien de temps, par exemple, pour te préparer pour un Dakar? Ben, pour un Dakar, j'ai mis vachement longtemps parce que Mhm. j'ai fait mon premier rallye. J'ai fait mon premier Dakar en 2006. Ok, Donc, d'accord. ça fait 8 ans Mhm. parce que je voulais vraiment prendre les choses sérieusement. Je voulais pas. C'est un gros budget le Dakar. Bien sûr. J'arrivais à avoir quelques budgets, Mhm. mais je préférais faire plutôt Mhm. que tout dépenser dans un Dakar. Je Donc j'ai comprends. vraiment pris mon temps. Je crois que j'ai fait 20-25 rallyes avant d'aller au Dakar. Ok, ouais. Et donc du moment où je l'ai décidé, bien sûr, je me suis préparé pendant un an entier. Mhm. Un an entier, préparation physique, beaucoup d'entraînement. Ouais. Mais bon, j'avais fait beaucoup de rallyes et je voulais terminer tous les petits rallyes sans Mhm. avoir de problème avant de prétendre aller à un Dakar en fait. Ouais, même je pense peut-être que pour toi, même mentalement, tu devais aussi te préparer, etc. pour tout ça, et que du coup, de faire plein de plus petites courses, entre guillemets, à côté, tu allais un peu plus l'esprit tranquille, tu connaissais ton domaine, tu avais un peu plus de bouteilles, plutôt qu'aller te jeter dans une compète pareille où c'est compliqué, quoi. Oui, exactement. Mm. Je pense que d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé le premier parce que psychologiquement, le premier, c'est le plus dur. On ne sait jamais si on est capable jusqu'à l'arrivée de Ouais. pouvoir le finir simplement. Mhm. Et c'est vrai que
psychologiquement, c'est ça. Donc, avoir fait deux courses, ça m'a beaucoup aidé. Je suis parti en confiance, mais j'ai quand même eu ce doute jusqu'à la fin, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est vrai que ça fait, en tout cas, moi, le premier, ça me fait rêver, hein, ce genre de course, le Dakar, etc. Mais c'est vrai que quand tu vois des tops, encore comme cette année, qui se mettent des volumes du futur en roulant à des vitesses pareilles, tu te dis que bon, voilà, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Il faut avoir une bonne condition physique, il faut être bon sur la machine, il faut savoir naviguer, comme tu le disais juste avant. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de paramètres, je pense, à mettre en jeu, hein, pour pouvoir y aller, enfin, de manière un peu plus sereine, quoi. C'est certain, c'est certain. Il faut aussi connaître la mécanique. Mhm, Il faut vraiment s'adapter parce qu'en fait, le Dakar, c'est tout pour te casser un jour. Du moins, là, peut-être cette année en Arabie Saoudite, c'était un mhm. peu différent, mais nous, tu étais un jour au niveau face à l'océan. Ouais, Le soir, tu étais à 5 000 mètres. Un ouais, jour, grosse tu es à moins différence, 10 ouais. degrés. Le lendemain, tu es à 50 degrés. Mhm. En Argentine, en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment ces changements. Un jour, ils te disent tu te lèves à 2 heures du matin, l'autre jour à 7 heures. Ouais. L'autre jour. Donc, il n'y a pas de constante. C'est tout le temps Mhm. du changement. Ton corps n'a pas le temps de s'habituer au froid ou au Ok. chaud. Et ça, psychologiquement, c'est très dur, en fait. Bah ouais, bah j'imagine. C'est vrai que déjà rien que les changements d'altitude, j'imagine que c'est pas forcément facile à gérer dans une même journée. Bah, enfin voilà, puis tout ça, comme tu dis, que c'est jamais le même rythme, que ton corps ne peut pas s'habituer, forcément ça doit être épuisant physiquement et psychologiquement, parce que ouais, pour pouvoir rester efficace sur la machine, rester concentré sur des longues étapes avec autant de kilomètres, ouais, j'imagine que c'est vraiment un sport à part entière, quoi. Forcément, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Non, franchement, c'est impressionnant. Moi, je suis le premier à être impressionné. Tu vois, il y a Estelle qui nous dit sinon, merci pour les lives. Merci à toi, Estelle, c'est très gentil. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, parce qu'on m'a posé plein de questions techniques, un petit peu. Bah, Romain, il était chaud patate. Il m'a envoyé une liste de questions comme ça, rien que pour toi. Donc, c'est cool, tu vois. Il y a plein d'autres gens aussi qui m'ont posé des questions qui se ressemblaient beaucoup. Et du coup, on m'a demandé un petit peu, par exemple, tu parlais de mécanique, qu'il fallait s'y connaître quand tu partais faire une course comme ça. Ouais. Et du coup, bah, on m'a demandé un petit peu qu'est-ce qu'il fallait prévoir en termes de pièces, en termes de, j'imagine à peu près tout, quoi, forcément, pour pas se retrouver embêté dans le désert, quoi. Ouais, il faut savoir que en rallye, au Dakar, il faut que tu finisses toutes les étapes et en fait, tu peux être aidé simplement seulement par un autre concurrent. Ouais. Donc, tu peux avoir un véhicule d'assistance. Mhm. Donc, il faut que tu mènes le plus possible. Donc, c'est vrai que tout ce qui est câble, par Mhm. exemple, on les a en double, les leviers, on a des disques d'embrayage. Ok, ouais. Mhm. On peut chauffer trop. On a ouais, vraiment le basique. Un moteur rien faire, c'est fini. Mhm. Dans ce cas-là, les équipes officielles, par exemple, ils chargent dans une voiture ou un camion qui est en course un moteur, Ouais. comme des fois on les voit changer le moteur, ça c'est autorisé. Mhm. C'est le basique en fait. Ok. Mais c'est vrai que moi j'ai eu à faire de la mécanique, des problèmes électriques Mhm. ou des pertes d'huile ou quelque chose comme ça. Et il fallait que donc il faut vraiment que Tu tu connaisses la saches moto, le ouais. faire. Ouais, que tu connaisses bien la moto, que tu aies des bonnes compétences en méca, etc. pour pouvoir te débrouiller au milieu du désert, parce qu'évidemment, j'imagine. Bon, après, je sais que dans ce milieu-là, il y a quand même pas mal d'entraide. C'est-à-dire que si vraiment tu t'en mets un volume, on voit toujours des pilotes qui s'arrêtent pour aider les autres, ils les laissent pas tout seuls. Voilà, mais après, des fois, pour faire de la méca, je suis pas sûr que voilà, les mecs, ils sont quand même dans leur course. Donc après, c'est à toi de tout faire tout seul, quoi. Oui, tu dois le faire toi-même. En Hmm. général, il s'arrête peut-être si tu as besoin d'un outil que tu n'as pas ou Hmm. quelque chose. Arrive, chacun fait sa course. Tu vois, cette année, il y avait Goncalves quand il a changé le moteur. Bien sûr, ouais. Euh, Hmm. il était tout seul. Hein. Hmm. Ils ont donné peut-être les outils qu'il fallait. Et Mhm. puis, il faut que tu connaisses. Moi, je déteste personnellement, je déteste la mécanique. Au jour d'aujourd'hui, je ne veux même pas faire mon filtre. J'ai mon mécanicien. Mais Ok. c'est vrai que Hmm. au milieu du désert, sur 4-5 rallyes, j'ai réussi à finir l'étape et les rallyes grâce à ce que je savais. Et comme si je ne savais pas, j'avais un téléphone satellite et Ouais. j'appelais le mécanicien, mais il faut savoir le faire. Ok, ouais, ouais, bien sûr, ok, ouais. C'est vrai que des fois on s'imagine pas que voilà, on puisse être un peu livré à soi-même au milieu des dunes, justement, si tu as un problème, etc. Et que là, ouais, il faut savoir un petit peu le faire, forcément. On a Paul Poiton, que peut-être tu connais, qui était dans l'équipe Yamaha cette année. Il s'occupait de la logistique pour le team Yamaha sur le Dakar. Paul Poy, du coup, il te dit les Américains qui ne sont pas confinés, penses-tu qu'ils sont favoris pour la prochaine édition du Dakar? Euh, non, nous, les Sud-Américains, on Mhm, parle, ils sont aussi, nous, mhm, Argentine.
où il y a les Chiliens et les Argentins qui sont très entraînés. Donc, on a les Ok. Benavides, Ouais. Planija, tout ça, Mhm. tous confinés aussi. Donc, actuellement, on est tous confinés. Il n'y a Mhm. personne qui sort rouler. Ouais, bah, bien sûr, c'est vrai que bon, j'imagine qu'un peu tout le monde suit les consignes de la FIM, etc., qui a été envoyée à tous les pilotes, etc., pour garder les motos dans le garage. Bon, après, c'est sûr que c'est un peu des mesures normales pour le commun des mortels. Alors après, quand on est un peu, quand on a envie un petit peu de sortir, etc., forcément, c'est dur, mais malheureusement, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. Oui, On a Alexandre Colavisa qui dit Ricky Brabec a été extraordinaire quand même. ouais, c'est vrai qu'il a Mm, été fantastique cette mm, année. Ça faisait 2 ans qu'il avait vraiment, il avait le Dakar qui échappait au dernier moment mhm, moto. Et bon, cette année, il a réussi à lier la moto et bon, son pilotage. Peut-être il aurait eu une autre moto les mm, autres années. Il aurait déjà gagné son deuxième ou troisième Dakar parce que mhm. ça fait 2 3 ans qu'il est vraiment fort. Et ouais, ouais, c'est vrai qu'il est impressionnant. Du coup, tu vois, pareil, on me demandait un petit peu en termes de pièces, on me demandait combien tu passais de trains de pneus en moyenne sur une épreuve de rallye raid. Bon, peut-être pas le Dakar, mais Ben, peut-être combien de trains de pneus, on me demandait. ben, Dakar, des étapes, des Hmm. dunes. Euh, moi, chaque jour arrière et chaque 3 jours l'avant. Ok, d'accord. Ouais, ouais, Et en donc. même temps, le mousse, qui sont impeccables, donc Hmm, ils sont neufs, mais on est tellement dans un budget, tout ça, que tu ne veux pas jouer de cramer un mousse. Après, les mousses, par exemple, je utilise sur mes motos d'enduro ou d'entraînement et mhm. je m'en sers presque pendant 2 3 mois. Ouais, Mais ouais, là, on est obligé de. ouais, On veut pas. d'assurer, ouais. Hmm. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai qu'après, ça paraît logique, même si la mousse elle est en bon état, tu vas la changer histoire de repartir avec du neuf pour être tranquille pour ta journée. Elle est tellement longue que voilà. Tu vois, on a Alexandre encore qui pose une question et qui te dit comment te prépares-tu pour faire le Dakar au niveau mental et au niveau physique? Ben moi, comme j'en ai fait, comme je disais, 12 Mhm. d'affilée, les premiers, je m'entraînais toute l'année. La deuxième, après, du 4 cinquième, je me faisais 6 mois dans l'année. Donc, je roulais toute l'année en moto. Ouais. Parce que je fais pas de rallye, je faisais de l'enduro, faisais Mhm. du motocross. Donc, je roulais tous les week-ends. Pas tous les Mhm. week-ends, mais je faisais 30 courses à l'année. Et en fait, à partir du 1er septembre, j'avais un préparateur physique physiquement Mhm. avec ce préparateur. Et puis, je faisais 1 2 sorties dans les dunes Ouais. pour m'entraîner dans le désert. On a la chance d'avoir depuis quelques années on peut utiliser les roadbooks et les GPS Mhm. sur des pistes où il n'y a pas les courses, mais on peut s'entraîner dans ces conditions-là. Donc, on Ok. partait dans le désert une semaine, on Ouais. refaisait les vieilles étapes du Dakar avec les mêmes GPS que le Dakar et tout. Et Ouais. donc, ça a été pour s'entraîner. C'est Puis, clair. psychologiquement, pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec un psychologue spécialisé en sport. Ok. Donc, en fait, c'est pas que tu es assis sur un fauteuil et puis que Mhm. tu racontes ta vie. Non, tu travailles sur des trucs comme la Mhm. concentration, justement dans la difficulté de pas renoncer. Je veux dire, tu as un Mhm. problème de dire, bon, ben, je rentre à la maison, non, travailler, insister. Mhm. Et en Ok. fait, on travaille le mental À fond. Ouais. Mhm. pour être plus fort dans ces moments-là, quoi. Ok, ouais, bah c'est vrai que comme dans beaucoup d'autres disciplines, c'est super important. Donc forcément, là, quand tu te retrouves dans une situation compliquée, encore plus, j'imagine. Du coup, voilà, ok, bah ouais, ouais, c'est top, c'est super intéressant en tout cas, parce que c'est vrai que beaucoup de gens bah, s'imaginent un petit peu comment il faudrait faire, etc., pour se préparer pour des compétitions pareilles. Malheureusement, voilà, tant que tu l'as pas vécu, que tu t'es pas confronté à la réalité, tu sais pas trop ce qui t'attend, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment un gros travail en amont avant de pouvoir aller sur des épreuves pareilles. Tu vois, on a Manu qui te demande avec la chaleur, les mousses doivent mal le vivre, avec un point d'interrogation. Mais apparemment, c'est pas ce que tu étais en train de dire. Non, la chaleur, non, les mousses n'ont pas souffert. Mhm. Ce qu'on a souffert beaucoup dans pas mal d'années, il y a quelques années, c'est une zone dans le nord Argentine, Ouais, de l'Argentine, en fait, qui s'appelle Fiambala. Donc, c'est une étape de dune qui était très dure. ok. On a eu des températures tellement hautes que ça m'était jamais arrivé. L'essence Bouillonné? bouait. Ouais, Euh, et en fait, ça se cramait de venir dans le moteur. Donc, tu d'accord. étais obligé de t'arrêter Mhm. euh, parce que ça se mettait à bouillir. C'était un Bah ouais, truc c'est un de truc fou. de fou, ouais. Putain. Mhm. C'était, tu t'imagines pas. Mais après, des mousses, non. On a eu des problèmes les premières années, mais avec les grosses motos, c'était à l'époque.
qui était sourde. Mhm. Et en fait, il y avait beaucoup de pistes rapides les premiers jours quand on était dans les zones de Buenos Aires, tout ça. Ouais. Et en fait, entre le poids et la vitesse qui était en dessus des 160, Mhm. en fait, le mousse chauffait tellement. En fait, c'est pas le mousse qui se cramait, Ouais. sinon qu'il chauffait tellement le mousse qu'il faisait chauffer le pneu et Ouais. ça enlevait, ça faisait découper le pneu. Oh putain, ouais, ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Ok, ouais, Mais ouais. après, moi, mousse, j'ai jamais cramé un seul mousse. Je suis arrivé avec des étapes courtes de Mhm. 200 km avec des trous dans le. Hein, mais Mhm. le mousse, ça allait. Ok, d'accord. Bah ouais, tu vois, parce que nous, c'est vrai qu'en enduro classique, c'est un peu le nerf de la guerre, dans le sens où tout le monde essaie de garder sa mousse avec une bonne longévité, quand tu fais beaucoup de rando, etc., que tu fais pas forcément beaucoup de courses. Et du coup, tout le monde est un peu à savoir, tu sais, quelle est la meilleure mousse pour forcément bah, la meilleure longévité, etc., avoir le meilleur grip. Donc, tu vois, c'est intéressant de voir que finalement, le problème, il venait pas trop de la mousse, quoi, là, Ouais. dans ton cas précis. Mais tu vois, il y a Estelle qui est là et qui nous dit, raconte-nous une anecdote de fou dans le sens un truc qui ne se vit que sur un rallye raid, un moment de galère. Euh, non, ce qui m'est arrivé, c'était un truc un peu, on va dire, rigolo, entre parenthèses. En fait, Mhm. on était mon deuxième Dakar en Afrique Ouais, en 2007. Et en fait, ils nous ont émis ce nouveau système, il s'appelle Iritrack. En fait, c'est le contact avec l'organisation qui peuvent ouais. nous parler, tout ça. Mhm. Et c'était vraiment la première année parce que l'année d'avant, on avait les balises Argos, donc on n'avait Mhm. aucune communication. D'ailleurs, si on se perdait pour l'organisation, c'était compliqué de nous trouver à ces moments-là. J'imagine, ouais. Mais ils ne nous avaient pas vraiment expliqué le système, comment ça marchait. Mhm. Et en fait, on était en Mauritanie, il y a eu un grave accident, il y a un pilote KTM qui est décédé, Andy Caldecott. Mhm. Et l'étape suivante donc, a été annulée et elle a D'accord. été faite, mais à être annulée, on l'a fait en liaison. D'accord. Ok, ouais. Euh, et c'était une liaison, c'était la même spéciale, mais en liaison. Donc c'est pire parce qu'en fin de compte, c'est les mêmes kilomètres, Mhm. mais tu n'es pas concentré. Donc, et on venait, on roulait, on était à la moitié du désert, il y avait Mhm. beaucoup de sable, et puis j'avais chaud, et j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Mhm. Donc je me gare sur le côté, il n'y avait personne, je Ouais. me mets aux toilettes tranquille entre deux arbres, et d'un coup j'entends du désert. Mhm. Laurent, ça va, Laurent, ça va. Bon, je regardais autour. Ouais. Et ils nous avaient pas expliqué qu'ils pouvaient nous parler, la Ouais, moto. J'ai ouais. dit, pas 5 Mhm. minutes, je regardais, je dis, bah, tiens, il y a Dieu qui me parle. J'arrive en Ouais, d'accord. Mhm. Mauritanie, en train de faire caca, Ouais. pardon l'expression, et on avant de comprendre que c'était C'est l'oreillette, ouais. faux Mhm. non, 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 mais pas l'oreillette, le même GPS, l'appareil, en fait, Ouais. et nous, on le connaissait pas à l'époque, mais j'ai Mhm. eu un peu peur. Ouais, ouais, tu savais pas d'où ça arrivait. Pour Tu le t'es moment dit, donné, ça se trouve, je fais un malaise, je commence à avoir chaud et c'est pas bon. j'entends quelqu'un me parle. En plus, c'est des gens qu'on connaît à Paris, qui étaient dans les Mhm. bureaux à Paris, ils nous connaissaient tous, donc ils nous Ouais. appelaient par nos prénoms. Mhm. Bah, Hmm. bien sûr, ouais, c'est clair que ça, ouais, j'imagine que ça a dû te surprendre. Ouais. Tu Ouais. vois, il y a bah, Paul Poy, toujours là, qui est là, qui dit la vitesse de short sans pneus cette année, impressionnant. Ah, c'est impressionnant, Ah c'est ouais. très impressionnant. Mhm. On se demande comment il arrive à rouler sur la jante à cette vitesse. D'ailleurs, Mhm. mais il y avait aussi, il y a quelques années, 2016, il y a une vidéo qui est super de Elder Rodriguez à l'époque. Ouais, Il avait fait 300 km comme ça. Et ok. ça avait été impressionnant, tenu. Ouais, Mhm. elle ne servait plus à rien à la fin, mais elle avait tenu. Et d'ailleurs, le secret, je crois que c'est d'avoir de la vitesse. Ça, c'est une Ah moto, ouais. quoi. Dès que tu Mm. dois perdre un petit peu de rythme, laisse tomber, tu dois t'enfoncer, ça doit être terrible. Mais Ah, c'est vrai il a scotché tout le monde un petit peu. Je pense que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu quelqu'un rouler aussi vite comme ça, là, sans pneus. Donc ouais, ouais, c'est vrai que ouais, ouais, Et c'est ça. il sautait dans les dunes Mhm. et tout. Hein. Ouais, non, mais machine, hein. Machine. De toute façon, cet Andrew Short, vraiment une machine, hein, avec tout ce qu'il a fait en motocross, en supercross, etc. Et maintenant qu'il se met au rallye raid, vraiment impressionnant ce mec. Tu vois, il y a Estelle du coup qui est très contente apparemment de ton anecdote en Mauritanie. Et du coup, elle dit voilà, en parlant Mauritanie, t'as jamais eu peur dans ces pays en Afrique? Euh, En Afrique, non, j'ai eu une male expérience sur un rallye en Turquie. En fait, j'ai été attaqué dans un village D'accord. avec des gens avec des bâtons, des pierres Mhm. et tout. Ouais. J'ai réussi à échapper. Ok. Mais c'est vrai que c'était en 2004 en Turquie, si j'ai eu peur. Vraiment, D'accord. j'ai peur. Après, j'ai pas vu d'armes, j'ai rien vu. Donc, Mhm. bon, euh, lui, ça a été annulé. Il y a eu ces menaces terroristes et c'est Mhm. vrai que je crois que ça a été bien fait. Après, il y a un truc qui était
pas marrant, mais une anecdote aussi entre le Maroc et la Mauritanie tous les années. Ouais, Ils nous faisaient faire une liaison de nuit. Et en fait, ils avaient nettoyé la frontière avec des bulldozers d'accord. et ils nous faisaient faire ça de nuit parce que sur les côtés, en fait, c'était miné. Oh putain. Donc, il fallait Ouais. que pareil, Dakar, il y a un Dakar 7-8 ans avant, il y avait un Mhm. camion KTM qui avait explosé Ah ouais. et qu'il y avait eu des trucs graves. Mais c'est vrai Mhm. que c'était pas des zones très recommandées, non? Bah ouais, ouais, c'est clair, avec des anecdotes comme ça, ouais, forcément je comprends. Après, c'est vrai que bon, quand tu dis certaines choses comme ça, c'est impressionnant. Ouais, Ben, j'étais hmm, tranquille. Cette hmm. année, j'étais comme chef d'équipe Ouais, en Arabie Saoudite. ok. Et un jour, on dormait maître d'Irak, Mhm. à l'époque où il y a eu la veille, 2, 3 jours après qu'il y a eu le problème. Ouais, Après, dans le bivouac, dans le campement, il y avait des batteries anti-missiles, donc tu dors ouais. pas beaucoup plus tranquille. Bah ouais. Sachant que tu as 300 km de Hmm. l'Irak et que tu vois des trucs à missiles à côté de toi, tu te dis, bon, ben là, Ouais, on va pas trop y rester, quoi, ce serait bien. j'étais mieux en Amérique du Sud. Bah ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que des zones un peu compliquées comme ça fait des beaux paysages, mais ouais, je comprends que des fois, il y a des conditions un peu particulières. Ouais. Alors On n'a pas eu de après, problème, hein. hmm, On n'a pas eu de problème, ça a été super, mais mhm, bon, c'est vrai que quand tu entends les problèmes qu'il y avait autour, on n'était pas tranquille non plus. c'est ça. Tu vois, on a Manu qui est un bon Marseillais qui te répond, il dit ça craint moins dans les dunes du Prado à Marseille, tu vois. Ouais, mais bon, je ne C'est sais pas pas pareil, si te laisse rouler. c'est clair. Tu vois, on a Fabrice Chano là, qui est là, qui me propose, il me dit pourquoi pas l'inviter sur le terrain pour que les enfants voient des pros de la moto. Alors parce que moi j'ai une école, si Romain t'a expliqué, et en fait du coup je vais expliquer à Fabrice que forcément comme tu es en Uruguay, c'est peut-être compliqué de programmer ça pour l'instant, mais voilà, franchement si un jour tu repasses par Nîmes, ça fera pas de mal si tu Bon, passes à... Hmm. une fois par an, je viens moi sur Nîmes, donc on Ok. pourra se voir. Eh ben avec plaisir, ce sera cool, avec plaisir, si jamais tu peux, ce sera top. Tac, tac, tac. Tu vois, le mec, il me dit, tu es malade, ça fait bizarre de te voir boire de l'eau. Fabrice, je bois beaucoup d'eau, contrairement à ce que tu crois. Ok, cool. Du coup, tu vois, toujours un petit peu des questions par rapport à des gens qui sont intéressés comme moi par l'aventure du rallye raid en général. Un petit peu pour donner, par exemple, si tu avais des conseils, par exemple, pour un premier rallye auquel s'inscrire. Savoir si tu trouvais qu'il y en avait certains qui étaient peut-être plus abordables que d'autres, tu vois, en termes de difficulté ou même juste de navigation, tu vois, un petit peu pour apprendre, quoi. Ben, il en reste beaucoup. Je crois que le Maroc, il en Mhm. reste quelques-uns au Maroc. Euh, Idéal. Après, si vous voulez essayer déjà un peu les dunes, je pense qu'il y a le Castle Trophy au Maroc, mais c'est Tout à plus fait, ouais. rallye. Mhm. Mais bon, ça te permet d'aller avec une moto d'enduro. C'est des petits budgets. Ouais. Parce que si tu vas faire le rallye qui organise Castera, ça fait déjà des budgets de Mhm. 6 000, 7 000, 8 000 euros. C'est ça, ouais. Mhm. Euh, alors que tu peux faire déjà des petites courses comme ça. Je crois qu'il y a un rallye que je devais aller faire en voiture là en mai, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'était au Maroc, c'était pas organisé. C'est un rallye panafricain, je crois. Mhm. Et celui-là, il est un peu moins cher, pareil, en budget. Ok, cool. Tu vois, c'est vrai que c'est un peu. Moi, j'avais regardé un petit peu pour le Cast Trophy, etc. Tu vois, Estelle, elle confirme hein, ce que tu dis. Elle dit on navigue au GPS sur le casteux et pour apprendre les dunes, c'est top. C'est vrai que c'est un apprentissage, hein, je suis bien d'accord. Ça s'improvise pas. Bon, après, je pense qu'on s'en met toujours une petite histoire d'appliquer la leçon. Mais après, ouais, moi j'avais regardé pour des rallyes comme l'Africa Eco Race, comme le rallye du Maroc, etc. C'est vrai que de suite, c'est déjà des formats un peu plus longs et plus coûteux, quoi, c'est clair. Donc après, Ben, l'Afrique, c'est comme faire un Dakar au jour hmm, d'aujourd'hui. c'est ça. C'est chose. En budget, tu dois pas être très très loin et puis c'est la même journée quoi. Donc Hmm, c'est vrai qu'avant on avait beaucoup plus de rallyes dans le coin. On avait bon le Tunisie, on avait hmm, l'Égypte, hmm, il y avait non, il y en avait une 7-8 dans la région, quoi, du moins hmm, dans la région, dans les hmm, pays africains hmm. Et et ouais, à côté. ok, ouais, c'est vrai que ça se raréfie un petit peu. Bon, après, certains pays sont pas forcément, voilà, enfin, toujours partants pour ce genre d'épreuve. Donc voilà, il faut arriver à trouver ça, un petit budget pour pouvoir faire ça. Tu vois, Estelle, elle confirme, elle dit le casteux, c'est vraiment à faire. C'est à deux, hyper sécure, bonne ambiance, bivouac tous ensemble, mais c'est pas de la nave comme un vrai rallye. Voilà. Ben, moi, ça fait 2 ans que je voulais le faire. En fait, l'an Mhm. dernier, j'ai eu un problème de santé au moment de le faire parce que je suis Ok. très, très ami avec David, en fait. Mhm.
David, on s'est connus sur le premier rallye qu'on a fait ensemble en Tunisie en 98. Ouais, Et en fait, jusqu'à qu'il devienne officiel, on partait tous les deux avec un fourgon, ok, un mécano et nos deux motos d'accord. de rallye. Et en Mhm. fait, tous ces rallyes qu'il a fait aussi en Amérique du Sud, il m'a envoyé ses sur les rallyes en fait Amérique du Sud. Donc, Mhm. depuis qu'il a organisé ça, je devais y aller l'an dernier. J'étais malade, donc Ok, reporté du moins. ouais, Et je ne sais pas si peut-être s'il le fait en octobre, j'irai. Mais c'est ok. vrai que moi, ça m'attire. Bah ouais, grave. Bah, c'est vrai que moi, tous les gens que je connais qui y sont allés, ils reviennent tous enchantés d'avoir fait ça. Donc pour aller rouler dans les dunes, comme le dit Estelle, voilà, c'est à deux, etc. Que c'est bien organisé, que c'est cool, mais que c'est pas la vraie navigation comme au Dakar. Mais déjà, je pense que pour, voilà, pour un peu goûter aux dunes, etc., je pense que c'est top. Je pense que c'est une bonne orga. Après, voilà, David, forcément, c'est quelqu'un d'expérience, donc on peut y aller les yeux fermés, je pense. Alors, tu vois, moi, on me demande, Olivier Argillier, c'est un papa d'une des jeunes de l'école de pilotage qui vient de temps en temps, qui va aussi chez Paul Poy, et il dit un stage au Maroc. Alors, un stage au Maroc, pourquoi pas? Mais je suis pas sûr qu'on va pas emmener les jeunes au Maroc tout de suite. Mais pourquoi pas un jour? Tu vois, tac, tac, tac. Paul, il dit qu'il a fait un stage au Maroc avec Jordi Arcaron. Et top, Ouais. tu peux louer les motos sur place pour découvrir le roadbook et les dunes. Ouais, ça peut être super intéressant, ouais, c'est clair. Ça peut être Il y top. a Jean Brussier aussi qui fait ça, Mhm, qui a fait 3 ou 4 d'un Dakar. Jean, il vit là-bas depuis quelques années et il fait des raids et des mhm. stages. Cool. Bah ouais, ouais, tu vois, tu peux choper des bonnes adresses, il faut les prendre, hein, il faut les prendre. Ouais. Et puis voilà, c'est clair que moi, ça m'attire depuis quelques temps. Alors après, on m'a posé une question. Donc on m'a demandé on m'a dit que voilà que le Dakar c'était forcément une compétition prestigieuse et on nous demande pour toi quel est ton rallye raid préféré après le Dakar. Ben, en 2002, j'ai fait le rallye de Russie. En Mhm. fait, on est parti on a fini en petite Mongolie. D'accord. Ça a duré 6 jours et en Ouais. fait, ça a été. Peut-être on n'a pas eu presque pas de dunes, mais Mhm. j'ai connu un pays en fait que je m'attendais à des gens froids, Ouais. et on a été reçus super, Mhm. des paysages de fou et j'ai vraiment été surpris par la Russie. Ça m'a vraiment plu. Ok. Je crois que c'est mon deuxième rallye, on va dire, après le Dakar. Mhm. Après, il y a beaucoup d'endroits où j'ai couru ici en Amérique du Sud aussi, Bien où je me sûr. Ouais. suis vraiment Mhm. allé. Mais c'est vrai que celui-là m'a marqué, on Ok. va dire. Cool. Bah ouais, c'est intéressant, tu vois, d'avoir des Il points de vue un appelait peu à comme ça. l'époque le Master Rally, D'accord. que c'était même celui qui faisait le Paris-Moscou-Pékin. Ok, cool. Ouais, c'est vrai qu'après, des orgas comme ça, je sais pas s'il y en a autant aujourd'hui que ce qu'il y avait un petit peu à cette Ouais. époque-là. Mais ouais, c'est vrai que ça donne envie hein, quand tu parles de choses comme ça, où tu découvres des pays, etc., et que tu es surpris toi-même de comment ça se passe sur place, c'est top. C'est top. Tu vois, et Manu, il dit ça. Il dit à la Russie, c'est pas les mêmes paysages, c'est sûr, mais on peut pas tout avoir. Hein. Après, je pense qu'il y a quand même des très On, belles choses à voir en Russie, quoi. on a quand même eu un petit peu de dunes, hein. Je me rappelle qu'on avait eu un Mm. petit peu de dunes. Ok, cool. Donc après, j'avais une question aussi comme ça de la part de Romain qui demandait quel pays avais-tu préféré pour faire de la moto? Ça fait Euh, beaucoup de pays à trier, ça. ouais, beaucoup de pays. Euh, non, mais là, je vais revenir quand même plus vers moi, c'est Mhm. l'Argentine. Ok. J'adore l'Argentine parce que l'Argentine, c'est tellement grand que Ouais. tu as vraiment de tout. Moi, j'y vais régulièrement. On a des dunes, Mhm. on a des montagnes, on peut rouler encore sur les plages. En fait, ici, on n'a aucune limitation au niveau Liberté, ouais, tout ça pour rouler. ouais, environnement. Mhm. Donc, on peut rouler vraiment partout. Mhm. Et c'est vrai qu'on a de la jeu, je veux dire, on peut arriver, on peut se faire 5 kilomètres sur les plages au bord de l'eau et c'est Ouais. magique. Et puis tu arrives à des endroits, tu as 5 kilomètres de dunes, Mhm. tu es dans la cordillère des Andes aussi. Non, c'est vraiment l'Argentine, Ok. c'est mon endroit préféré, on va dire. Ok, cool. Je note parce qu'on sait jamais si je descends en Amérique du Sud, ça peut servir. Hey, Euh, les rallyes, hein, il y a beaucoup de rallyes en Amérique du Sud. Ouais, bah pourquoi pas, tu vois. Après, on va réfléchir à ça. C'est vrai qu'avec Romain, en ce moment, on s'était pas mal chauffé par rapport pour faire des choses comme ça un petit peu. Donc pourquoi pas, tu vois, aller en Amérique du Sud pour faire de la bécane, y a pas, enfin c'est pas pire, tu vois. Moi, ça me fait pas, ça me fait pas mal d'y penser. Pas de lobby écolo en Argentine, il demande Manu. Il y en a, mais pas encore. Mhm, On n'est pas au point de l'Europe. L'Amérique du Sud, on est toujours un petit peu en retard sur ça. On fait de plus en plus attention. mhm, Mais plutôt, c'est pas un ennemi.
Et puis il faut savoir déjà que l'Argentine, ils adorent les sports mécaniques. Ouais. C'est impressionnant. Mhm. Ils sont fanatiques, donc ils ne voient pas comme quelque chose qui pollue la moto. Ouais, ok, ouais, ils ont pas du tout la même vision que ce qu'on peut avoir dans des pays européens, je comprends. Ouais, bah c'est cool, tu vois, c'est top, hein, il faut pouvoir en profiter, hein. C'est vrai que, tu vois, j'étais allé une fois au Canada en famille pour faire de la motoneige, etc. Et on avait eu un guide qui nous avait dit un peu un truc comme ça. Il nous a dit, les écolos, il faut les pendre tant qu'il y a des arbres. Il avait dit. Donc, tu vois, ouais, je sais que des fois, quand tu vas un peu en Amérique, t'as des petites réflexions comme ça qui sont pas mal. Tu vois, il y a Paul Poy qui me dit: Je suis du voyage Mathieu, on va chez Franco Camille à Mendoza. Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec plaisir, Paul. Franchement, tu vois, si tous les jours on me propose des voyages comme ça, moi je dis oui, il n'y a pas de souci, hein. Franchement, c'est sans forcer. Surtout que Mendoza, c'est fantastique. Ok, cool. Du coup, tac tac tac, alors j'en étais où moi dans mes questions? Ouais, j'ai vu aussi que tu avais fait la Bajamil, si je me trompe pas. Ouais. Et je voulais que tu nous expliques un peu parce que c'est vrai que moi j'ai déjà vu des vidéos là-dessus. J'avais déjà regardé un petit peu cette course de Jobard et du coup je voulais un peu, pour ceux qui savent pas, que tu nous expliques un peu comment ça fonctionnait la Bajamil au niveau du format, au niveau de tout ça. Est-ce que ça ressemble à ce que tu peux trouver sur un Dakar ou pas du tout? Non, non, c'est complètement, comme tu dis, une course de jobard. Mhm. Je crois que si même les gens qui pensent que le jeu, ça c'est encore pire. Mhm. En D'accord. fait, Dakar 2008, ça s'annule. Donc, on était au Portugal, prêt Ouais. au départ. Et bon, ben, ça s'annule. Et là, j'ai un ami des États-Unis qu'on se voit souvent. Il m'appelle du Mexique, en fait. Ok. Mais il vit aux États-Unis. Il m'appelle, il me dit: Laurent, oh, le Dakar annulé, viens me voir. Tu viens, tu te prépares, tu fais la Baja 500, la Baja Vegas Torreno et tu fais la 1000. Et je te prête la moto, tu viens et tout. Mhm. Bon, ben allez. Et je me suis lancé dans cette voiture. Donc, c'est une course qui se passe au Mexique, Mhm. du côté de la basse Californie, Ouais. en dessous de San Diego. Mhm. Et c'est une course, en fait, c'est la Bajamil, donc elle est en novembre tous les ans. Ok. C'est une course qui peut se faire en équipe. Donc, les trois quarts des gens, ils la font en équipe. Mhm. Ou sinon, tu peux la faire seul. Ça s'appelle Ironman. Et c'est D'accord. 1000 miles, donc c'est 1600 km. Ouais. Tu as un maximum de 35 heures pour le faire. Ok. Et bien sûr, être barjot à faire tout seul. Ouais. Donc, en fait, par chance, je l'ai fait, Mhm. je l'ai fini et je ne la ferai plus jamais dans ma vie. Ah ouais. Des Je suis chaleurs un parti, peu ou? je suis parti à 6h30 du matin vendredi et je suis arrivé un samedi à 11h30 du matin. Pour que tu te fasses une idée, je n'ai Ouais. pas dormi. Ok. Je me suis arrêté dans toute la course 2 heures. À un moment, ils m'ont changé le pneu au milieu de la nuit et puis ils m'ont mis les gros phares style américain. Ouais. Ça a été terrible. Le truc qui m'a servi énormément, Ouais. c'est car il y avait des étapes de 600-700 km, ce Dakar-là qui suivait, ça me Mhm. faisait rigoler parce que tu ne te fatiguais pas. Bah ouais, Après, c'est c'est sûr. vrai que si tu fais ça avec des motos d'enduro qui ont des réservoirs de 10, 12, 13 litres, Mhm. donc c'est des motos un plus légères. Ouais. Puis les gens, comme ils le font par équipe, quand ils te disent un Johnny Campbell et il avait gagné c'est quoi la Bajamil, en fait, Mhm. c'est pas Johnny Campbell, c'est Johnny Campbell et trois pilotes de plus, parce que c'est Ouais. des Ouais. équipes de quatre. Mhm. Et, mais après, c'est des trucs de barge. À un moment, j'ai chopé le désert, un désert. Il y a eu 300 km de hoops sans s'arrêter. Je l'ai eu à Oh. 2 heures du matin. Mais Ouais. de hoops et de sable. Ouais. Donc, tu as trois, tu ralentis, oh, 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 et puis Ouais. tu continues. Et c'est vrai. Et après, aucune sécurité. Mhm. Les voitures entre elles pour s'auto-dépasser, en fait, elles se tapent dedans. Ouais, d'accord. Parce qu'il n'y a pas les systèmes. D'ailleurs, si tu te rappelles, il y a les premiers Dakar en Amérique du Sud, donc Mhm. Robbie Gordon était tapé dans Carlos Sainz. Ouais. Et en fait, lui disait pour lui, c'était normal parce que toutes les courses en Amérique du Sud, C'est un... les Bajas, ils se tapent dedans pour se laisser passer, Mais hein. Mhm. tu n'as aucune sécurité, tu n'as rien. Mhm. C'est vraiment dangereux. Mais comme je te dis, par chance, je n'ai pu la finir. Ouais. Je l'ai fait tout seul. J'en ai chié, Mhm. mais je l'ai fini. Je crois que tout seul, on était parti, on était une cinquantaine, on a fini à 10. Ouais. C'est un Mais truc j'ai de dit, fou, c'est hein. basta. Par Ouais, contre, ouais. je suis revenu faire les Baja 500 et Vegas Torreno, Ouais. parce que c'est des courses un peu plus accessibles, de 800 bornes, 900 bornes. Mhm. Mais c'est vraiment des courses magiques. Ok. Et donc, c'est vrai que c'est bien de les faire en équipe au niveau budget, mais si tu peux la faire tout seul, c'est mieux parce que malheureusement, si tu pars avec quelqu'un et Ouais. ou il tombe ou il casse la moto, tu cours même pas. Bah ouais. Ouais. Et Ouais.
les Mhm. équipes pro, ils sont là 2, 3 semaines à l'avance et Ouais, ils se font 100 km à chaque fois. Donc, ces 100 kilomètres, ils les font 5, 6 fois, 15 d'accord. jours à l'avance. Donc, ils les connaissent par cœur. Ouais, pour pouvoir rouler aussi fort, ouais, pour pouvoir mettre du rythme Voilà. à mort comme ça. Ok, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que j'avais vu que c'était un format particulier de course par rapport à ce que nous on a l'habitude de voir. Enfin, forcément, quand tu es en dehors du truc, ce qu'on voit le plus, bah, c'est le Dakar, hein, forcément. Donc là, je savais que ça faisait 1000 miles, que voilà, que c'était une course de jobard. J'avais vu un peu des mecs qui roulaient comme ça sans s'arrêter à donf tout le temps. Avec les gros buggy, les bécanes au milieu, les machins, c'est vrai que ça fait. Quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis que les types ils sont cramés quoi. Ils sont cramés. Ah Donc ben, ouais, une année, ils faisaient les ravitaillements. On avait des bouts de route très mm. courts. Ouais. Et en fait, les limités étaient à 70, 80. Mhm. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait aucune limitation. Et en fait, Ok. ils ravitaillaient les voitures en course avec, comme les avions, donc une voiture contre l'autre. Oh, Ils se connectaient truc en de fou roulant ça. et Ouais. ils rechargeaient le réservoir comme ça en roulant. Putain, un truc de dingue. Ouais, comme les avions de chasse, ouais. Comme les avions de chasse. Voilà. Ok. Putain, ouais, c'est un truc de jobard. C'est un truc de jobard. Tu vois ça, Ah je ben, sais. le cirque, ça, c'est Mm. supérieur au Dakar. C'est une Ok. grande fête. Puis Mm. tu vois ceux de devant, là, comme ils travaillent, on dirait des Mm. sauterelles, des Ouais. suspensions. C'est vrai, Les ouais. voitures, Mm. de fou. Mm. Bah, c'est vrai que tu vois la caisse qui bouge pas trop, mais par contre les roues qui jonglent comme ça, qui montent et qui descendent, et c'est un truc de fou. Le travail des suspattes là, c'est vraiment impressionnant quoi. Du coup, je voulais en revenir un peu au Dakar. Moi, j'avais une question parce que, enfin, moi, ça m'impressionne dans le sens, voilà, toi, tu as fait 12 Dakar, tu en as fini 10. Tu dirais qu'il faut quoi pour pouvoir finir un Dakar? Le mental. Ouais. Le mental plus que tout. Mhm. C'est bien que tu sois bon pilote, que tu sois bien physiquement, mais je Mhm. crois que 80% c'est le mental. Ok. Je vais te donner des exemples. J'ai connu des pilotes qui étaient des athlètes, des très Ouais. bons pilotes, et je les ai vus au bout de 5, 6 jours au bord de la piste en train de pleurer. Ouais. Et des amis, Mhm. j'ai eu quelques amis français ou même sud-américains, je disais pour moi, ils ne peuvent pas finir le Dakar. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas bons. Mhm. Dessus une moto, ils n'étaient pas vraiment bons. Du moins, tu savais qu'ils allaient en souffrir. Ouais. Et puis, ils n'étaient pas assez rapides. Et en fin de compte, ils étaient là, eux. Parce que Mhm. la tête, ils dormaient 2, 3 heures par nuit. Mais les mecs, à la fin du Dakar, ils étaient là. Ils Ouais. avaient ce que l'autre, par exemple, il roule vite. Mhm. Mais il Et craque quoi. puis, ça ne va plus. Moi, Mhm. j'ai vu des gens. Je te racontais, une année, on a eu une liaison entre le Chili et l'Argentine. Ouais. C'était une liaison. Ils Ok. nous font partir à 2 heures du matin. Mhm. Et donc, on passait la cordillère des Andes pour prendre le départ de la spéciale. Ouais. Euh, en 35. Et la liaison, c'était qu'une liaison. Il faisait -15 degrés. Ah ouais, Euh, ouais. Mhm. on a roulé 6 heures comme ça. Et bien, sur cette liaison, j'ai vu 3 pilotes qui étaient devant moi au général. Ils ont Ouais. abandonné un était dans les 20 premiers. Il Mhm. manquait 3 jours pour l'arrivée. Que Mhm. le mec, il disait, et on était sur la route, hein, on faisait du bitume. Ouais, Les ouais. mecs ils sont rentrés dans une station-service, ils n'ont plus voulu sortir du froid, du mauvais moment qu'on était en train de passer. Ils ont dit, ben, je préfère arrêter. Tu as une Ouais. crise de nerfs un peu, Ouais, la ouais. tête, elle ne suit pas. Quoi. Ouais, ils arrivent au bout psychologiquement, ils sont au bout, ils sont épuisés, ils n'arrivent plus à tenir. Après, c'est vrai que, tu vois, quand tu donnes un peu des caractéristiques, enfin, des détails comme ça, c'est pas difficile à imaginer qu'un mec qui est, entre guillemets, qui est pas préparé, tu vois, c'est pas possible de tenir pour des choses comme ça et de les enchaîner tous les jours, etc. Mais ouais, ouais, je comprends que, ouais, comme tu dis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Alors après, tu vois, regarde là, là, on a Jules qui commente et qui dit pas pour moi cette merde, 300 km de hoops, c'est des débiles. Ouais, c'est sûr que c'est un truc de débile, mais après, c'est une aventure, hein, ça c'est clair que c'est quand même un truc de jobard. Je pense que sur ce genre de parcours, enfin, tu les retrouves pas sur d'autres compétitions, quoi. Donc après, voilà, ça fait partie du truc, quoi. Non, c'est sûr. Et puis bon, c'est vrai que bon, après, il faut on est un peu, on n'est pas bien dans la tête. Hein. Je disais, moi, comme mon premier Dakar, c'était bien Ouais. simple. Quand j'ai fini mon premier Dakar, il y a mon père qui a pris un avion pour aller me voir au Sénégal à Mhm. l'arrivée. Et il m'a pris dans ses bras. Et je me suis mis à pleurer. Il me dit, mais ça y est, tu es content, tu as réussi ce que tu avais mis tant d'années. J'ai dit, non, enfin, j'ai fini avec cette merde. Je ne croyais pas que ça pourrait être ça. Ouais. J'ai mal dormi, j'ai mal Mhm. mangé, j'avais froid. Et dire que ça fait 8 ans que je travaille pour ça, Mhm. pour que je me préparais pour ça, j'ai dit, cette merde. Bon, bien sûr, ça m'a duré 15 jours, 3 semaines. Ouais, après, Mais t'avais envie d'y je retourner. pleurais vraiment, Mhm. je pleurais vraiment de souffrance, Mhm. de dire pourquoi j'ai voulu faire ça. Ouais, bah ouais, ouais, j'imagine, j'imagine. Mais bon, Donc c'est là que tu vois que le mental est dur quand même. mhm. Mon premier Dakar, 1 ou 2 soirs, j'avais à finir les étapes, Mhm. parce que tu penses qu'il y a le truc de rouler toute la journée, mais
Là, maintenant, c'est plus facile parce qu'ils nous donnent les roadbooks faits et tout. Ouais. Mais à l'époque, tu arrivais, ils te donnaient 15-20 pages de modification de roadbook. Tu Hmm. arrivais, tu venais de rouler toute la journée, c'était 7 heures du soir et tu savais que tu avais 3 heures de roadbook à faire. Ouais. Une ou deux fois, je m'étais fermé dans la tente et presque Ouais. à pleurer Hmm. et dire oh, je peux plus avec tout ça, quoi. Bah ouais, bah c'est clair que c'est vraiment, j'imagine, hein, tu vois, quand tu donnes des détails pareils, c'est clair que c'est pas difficile d'imaginer que psychologiquement c'est lourd de tenir comme ça 15 jours et d'arriver tous les jours et d'être content de monter sur la bécane, hein, c'est clair. Alors après, Ouais. tu vois, Patrick, qui fait beaucoup de motocross ici, il dit, je suis d'accord, le mental est énorme sur une épreuve comme le Dakar, forcément. Tu vois, il y en a Manu qui dit qu'en partant à 2 heures, est-ce que les mecs, pourquoi ils ont pas pu anticiper et pris des vêtements pour ça? Je sais pas si c'est facile d'anticiper ça, quoi. Si, si, on en Mhm. a des vêtements. J'ai des gants style de néoprène là, pour le jet ski. Ouais. J'ai ce qui se vend à Decathlon, là, chauffant là, que tu te mets sur tout Oui. le corps. Mhm. Tout ça, on a de tout. On a des tenues, le coup, mais avec moins 15 degrés au milieu de la cordillère des Andes, Ouais. j'ai l'impression d'être tout nu quand même. Ah bah, On avait de tout, mais pas, mhm. ça marchait pas suffisamment. D'ailleurs, on s'attendait peut-être pas à avoir aussi froid non plus, Mhm. mais on avait des trucs pour quand il fait 0 degré, mais là, c'était vraiment l'enfer. Ouais, bah, j'imagine. Alors, tu vois, voilà, c'est ce qu'il disait Jules, il disait même en prévoyant, on n'est jamais prêt pour du moins 15 degrés. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais tu vois, les gens, ils félicitent Marina, elle te dit quel mental. Bah, c'est vrai que c'est impressionnant, tu vois, quand tu donnes des anecdotes comme ça. Forcément, avec autant d'expérience, je suppose que des situations compliquées comme ça, tu as dû en vivre un paquet. Alors après, une fois que tu les as vécues peut-être une paire de fois, forcément, tu as plus de facilité à les aborder de la bonne manière, on va dire, du coup. Mais je suppose qu'à chaque fois, à chaque Dakar, tu as dû vivre des choses qui t'ont surpris aussi, quoi. Oui, tu apprends à chaque cas, tu Mm, fais même quand tu en fais 10, tu fais encore des erreurs, bien sûr. et, mais tu apprends, et c'est vrai que le mental, c'est tout, hein, honnêtement. Mhm. Mais justement, j'ai arrêté il y a l'an dernier de le faire à Ouais. Dakar parce que le mental, il disait je Mm, voulais arriver à en finir 10 mhm, et je me suis dit, j'avais plus la motivation de. Attention, j'adore rouler en moto, je roule bien encore toute sûr. l'année, je vais faire des courses, je vais faire des Mhm, petits rallyes, je vais faire des courses comme ça, mais ma tête, elle me dit, j'ai envie de que la partie de rouler dans les dunes, dans les mhm, pierres et tout. J'ai plus un matin pour être à moins 15 degrés ou de passer une semaine en Bolivie à 5000 mètres mhm. sous la pluie. Parce que tu as des journées comme en Bolivie cette année, il y a 2 3 ans, Ouais. tu partais à 5 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi, tu étais sous la pluie à 5000 mètres. Mhm. Donc, et avec un petit 10 degrés, donc c'est l'enfer, quoi. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Bah ouais, franchement, non, c'est clair que je comprends tout à fait que bon, au bout de arriver à être arrivé comme ça, à finir 10 Dakar, c'était déjà un bel objectif, hein, forcément, que tu t'étais fixé, donc voilà. Et après, ouais, je comprends que tu veux plus peut-être garder un peu le côté fun plutôt que de te réinfliger cette souffrance-là, quoi, aussi. Parce qu'après, là, tu vois, je pense que c'est un mec qui a un peu de la bouteille comme toi, là, David Delgado, peut-être que c'est un copain à toi qui dit mais tellement énorme la satisfaction à la fin d'un raid, tu donnes tout mentalement et physiquement. Bah justement, ouais, après au bout d'un moment, quand tu Ouais. l'as fait 10 fois, enfin 12 fois d'affilée pour toi, au bout d'un moment, tu as un peu envie peut-être de voir la course d'une autre façon, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mm. Et puis bon, comme je reviendrai sur ma voiture ou quelque Mhm. chose, mais j'ai plein de nouveaux défis de ce côté-là. Cool. Comme je dis, je me suis vraiment régalé, mais cette Mhm. dernière année, déjà, mentalement, ça a été un peu plus dur parce que je savais que c'était un de mes derniers, justement, et Mhm. je tolérais moins, tu vois, ces à côté-là de. Si bien je me régalais sur la piste à rouler, mais Ouais. l'après, le mal de l'altitude, Mhm. les trucs comme ça, c'est vraiment. Avec les années, c'est plus lourd à porter. Je comprends tout à fait. Tu vois, Paul Poy, il dit cette année, il y avait de la neige 2 jours après le passage du Dakar en Arabie Saoudite. Donc, ouais, donc Exactement. il y a des conditions folles. C'est clair, tu peux rencontrer des conditions complètement dingues. Ben, cette Euh, année, les hmm, pilotes ont été surpris parce qu'on ne pensait pas avoir aussi froid. Et la ouais. nuit, d'ailleurs, à la moitié du Dakar, il y avait tout le monde qui avait chopé la crève, la grippe et Hmm, tout, parce que on s'est gelé. On a eu vraiment froid, alors que mhm. ils nous avaient dit ça va être frais, mais l'organisation était surprise du froid qu'on a eu cette année. Ok, ouais, tu vois, c'est clair que quand tu te dis je vais faire un Dakar en Arabie Saoudite, tu penses pas forcément à ce qu'il faille très froid. Bon, après, quand tu as un peu fait du désert, tu sais que la nuit dans le désert il fait froid, mais quand même, j'imagine bien que de la neige 2 jours après le passage du Dakar, forcément, c'est un peu hallucinant, quoi.
Tac, tac, tac. Il y a Patrick qui demande quel budget pour faire donc le Dakar dans de bonnes conditions, selon toi? Le budget minimum. Ben, un budget de Dakar avec une moto, je conseille toujours malheureusement au KTM Husqvarna parce que c'est la seule entreprise. Non, même Yamaha le fait maintenant Hmm. qui te transporte des pièces pour que tu les achètes au camion. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a d'autres marques, tu es obligé de te ramener presque des pièces de toutes les autres motos. Hmm. Donc, c'est important d'avoir une marque qui te soutient. Ouais. Après, il faut calculer avec le budget moto 65 000 euros Ouais. d'assistance, Hmm. assistance, inscription et moto, Mhm. 65 000 euros. Ça peut être moins cher si tu vas sans assistance. Mhm. Sachant qu'une assistance, c'est à peu près entre 15 et 16 000 euros. Ouais, ok, ouais. Ouais, bah c'est sûr que c'est un gros budget, hein. Voilà, tous ceux qui se sont un peu renseignés déjà ou voilà, qui se sont un peu déjà posé la question pour un Dakar, forcément tout le monde sait que c'est un gros budget à mettre en place, qu'il y a plein de mecs qui bossent toute l'année pour ça, pour pouvoir se le payer, etc., pour trouver des budgets, etc., des sponsors, des partenaires. Donc voilà, je sais que ça se fait pas comme ça. Tu vois, pareil, Alexandre, il te demande si demain je veux m'inscrire au Dakar, quelle catégorie tu recommandes? Tu vois, je suppose que du coup, avec une assistance, c'est pas forcément en mal moto, quoi. Non, non, mal moto. Mm. Moi, personnellement, je ne le ferai jamais mal moto. Alors, Mm. si déjà on n'est pas normal de faire le Dakar en mal moto, Ouais, faut être chaud. honnêtement, Mm. moi, chien des pilotes, c'est les mal motos. Mm. C'est bien, tu vois, les Toby Price, tout ça. Mm. Mais les mal moto, pour moi, c'est des héros. D'ailleurs, cette Mm. année, comme j'avais plus de temps, quand finissais mon travail, l'autre allait se reposer, Ouais. je passais beaucoup de temps avec les mal motos parce que vraiment, je les admire. Mhm. Alors là, si on parle de mental, eux, ils ont un mental supérieur à tous les autres pilotes. Parce que pendant que tous les autres, ils dorment, ils sont en Mm. train de faire la moto. C'est Bien clair. sûr, ils roulent d'un rythme Mm. inférieur aux autres par rapport à Mm. leur niveau. Il faut surveiller la moto. C'est vraiment des machines. Mais Mm. moi, honnêtement, je ne me sens pas capable. Je Ouais. crois que là, maintenant, je ne le ferai pas. Même pas, j'y penserai Mm. parce que je trouve que c'est trop dur. C'est vrai Ben, que si tu veux partir en Dakar, il faut essayer de trouver un budget, même une petite assistance. un minimum, Il ouais. faut que tu aies une assistance. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que moi, ça m'a toujours un peu scotché aussi. À chaque fois que tu vois ça, et encore même aujourd'hui, des mecs qui roulent en mal moto, etc., j'ai un peu du mal à imaginer, en fait, comment les mecs, comment ils dorment, comment ils arrivent à connaître leur moto aussi sur le bout des doigts comme ça pour bien prévoir les pièces, parce qu'ils ont une limite aussi, ils peuvent pas tout transporter non plus. Donc voilà, on va aller acheter des pièces, comme tu dis, au cul des camions et tout, mais voilà, après, je pense que c'est vraiment un truc de jobard, hein, quand même. Ouais. Ah ben Mais bon. c'est Mm. sans aucun doute. Et quand tu vois que des fois, il y en a quelques-uns qui se mettent dans les 30 premiers Ouais. avec sans assistance, c'est vraiment des machines. Bon, au Mm. jour d'aujourd'hui, comme je te disais, la Mm. plupart, ils ont quand même des KTM, Mm. donc ils ont au moins pas amené les pièces, ils les achètent Mm. au camion comme tout le monde. Ouais. Mais il faut quand même qu'ils fassent la moto tous les jours. Ils n'ont pas le droit de sortir la moto, ils ont comme un parc fermé. Mhm. Euh, c'est vrai qu'ils ont depuis quelques années un peu plus mais Mhm. ici, ils dorment en tente et tu les vois jusqu'à je sais pas quelle heure Ouais. travailler. Et d'ailleurs, cette année, il y avait des femmes qui roulaient Mhm. là-dedans aussi et qui ont fini le Dakar comme ça aussi. Donc, et un pilote en quad, que c'est encore peu, pour moi, ça donne encore plus de boulot le quad C'est en clair, bah entretien. ouais. T'as quatre roues qui morflent quelque part, donc t'as deux trains de plus qui morflent. Ouais, c'est clair que il y a du taf, hein, il y a du taf. C'est vrai que moi j'ai du mal à imaginer comment ces mecs-là ils arrivent à tenir, tu vois. Comme tu disais, le mental là, c'est vraiment un truc de fou. Jules, il demande, j'ai pas pu entendre la réponse pour le budget par rapport à Dakar. Du coup, tu avais dit 65 000 euros à peu près avec Mais bah, comme hmm, tout moto, ouais. voilà, ok, ouais, parfait. Tac, tac, tac. Tu vois, on a Sonia qui passe dans le live en fin de semaine, qui est une pilote de rallye routier qui a été titrée avec les messieurs. Je crois que c'était il y a 2 ans, peut-être un petit peu plus, je ne sais plus. Qui a fait le GS Trophy, qui a fait pas mal de choses. Tu vois, elle dit que ça l'a fait rêver, même si elle a un peu du mal à imaginer ce que c'est vraiment dans la réalité. C'est clair que bon, c'est différent, c'est vraiment une discipline à part entière. Après, je voulais te demander un petit peu parce que Romain il m'a expliqué que maintenant tu étais plus passé du côté team manager. Donc, si tu pouvais nous expliquer un peu ton rôle maintenant, quand même, enfin, de ce côté-là, quoi. Ouais, ben, en fait, ça fait déjà 2 3 ans Mhm. que je travaille avec une équipe argentine qui Ouais. s'occupe de beaucoup de pilotes. Et Mhm. en fait, je travaillais avec eux comme je les entraînais dans les dunes avec des cours de navigation. Je les Mhm. entraînais, mais j'entraînais des pilotes privés comme des. Cette année, j'ai entraîné Casal qui a gagné le Dakar.
Ok. Duplessis qui est dans les 15. Du moins, Mhm. j'arrive à travailler avec des pilotes. Donc, on part, comme je te disais, on part une semaine tous les 2 mois Ouais. avec des roadbooks du Dakar, des GPS du Dakar, et on travaille comme ça. Je roule avec eux. Mhm. Et en même temps, cette équipe occupe de la partie sportive. Donc, ici, on a beaucoup de courses. On a des rallyes au Chili, en Argentine, au Brésil. Ouais. Donc, dans le coin, donc à chaque fois, on a entre 6 et 8 pilotes. Mhm. Et donc, je m'occupe de ça avec eux, en fait. Ok. Je m'occupe de la partie sportive de la course, de l'organisation de l'assistance aussi, même s'il y a un patron de l'équipe. Mhm. Bien sûr, ouais. Et je donne des cours aussi. Ok. Bah ouais, ça te fait déjà pas mal de choses à faire, hein, mine de rien. Ça fait déjà un beau Ouais. planning, hein. Mhm. Et en plus, je travaille en Uruguay parce que je suis importateur de KTM en Uruguay depuis peu. D'accord, ok, bah super. Bah, Ouais. tu vois, du coup, Paul Poy, qui était sur le Dakar lui aussi cette année, il demande dans quel team tu fais tout ça. Ça s'appelle l'équipe MED. D'accord, MED, ok, c'est l'Argentine. d'accord. Mm. Tu vois, Alexandre, il te pose la question où il dit chez qui on peut trouver une moto, une assistance pour le Dakar. Est-ce qu'il y a Oui, des. Il y a- il y en a partout. Hmm, Justement, Yamaha, ils ont une équipe satellite qui hmm, loue des motos. En Espagne, il y a X-Red. Il y a vraiment, sur tous les continents, tu arrives à trouver des motos. Nous, en Amérique du Sud, on en a. hmm, Mais en Europe, il y a plein d'entreprises. Je ne me rappelle plus, il doit le savoir, Paul. ouais, Il doit savoir comment s'appelle l'équipe privée de Yamaha. Mais moi, hmm, j'ai un ami qui a roulé cette année argentin. Il a loué la moto. Il s'appelle Paco Gomez. Il a loué la moto Dragon. hmm. Ouais, c'est ce Dragon, qu'il dit, il ouais. loue des Hmm. motos. Ok, Voilà. cool. Bah, David hmm, Casteux a une équipe privée aussi. Il s'occupe de l'équipe officielle Sherco, mais il y a le Casteux Aventure aussi. mhm. Donc, il te loue des assistances avec des KTM Rally aussi. Ok, cool, super. Nomade. Nomade Mm. aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, hein, il y a beaucoup d'équipes pour ça. Non, non, c'est vrai que c'est top. C'est vrai que c'est top. Et ben tu vois, tranquillement, Laurent, on arrive quasiment à la fin du live. Il reste moins de 5 minutes, donc c'est cool, hein. Franchement, tu nous as livré déjà tellement de choses. Moi, je suis vraiment très content. Après, la seule partie qu'on n'a pas abordée, que j'avais vu un petit peu que tu avais fait, c'était du GNCC World. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça, le GNCC World. J'ai vu, je sais pas, dans ta description, j'ai vu ça. Donc moi, le GNCC, pour moi, c'est du cross-country. Mais si tu en as fait ou pas, peut-être que c'est une erreur qu'il y avait sur ta fiche Wikipédia, cher ami. Non, non, je fais jamais. Non. Ok, Et ça va. à part tout ce que j'ai fait 2 fois les 6 jours. Ok, cool. J'ai fait les épreuves aussi du championnat du monde enduro quand j'ai venu en Amérique du Sud. Super. Et puis, c'est tout. Ça fait déjà pas mal, hein. Ça fait déjà pas mal de courses et de formats différents. C'est vrai que bon, on voit bien ouais, que tu es un grand passionné de l'enduro et du rallye raid en général. Donc non, franchement, c'est top. C'est top. Du coup, ben moi, tu sais, avec tout ça, avec tous ces lives que je fais tous les jours, je recueille un petit peu des expressions de tous les pilotes, c'est-à-dire un peu des expressions du type, tu vois, un truc un peu graveleux que tu as l'habitude de dire quand tu fais de la bécane ou que tu es dans un groupe, je sais pas, il y en a un qui se la traîne, ou tu une expression que tu aimes bien dire quand tu fais de la moto, quoi. Si tu en as une, je t'écoute. Ouah, j'en sais rien. Alors là, Mm. je ne sais Ben, pas trop te dire. Je t'enverrai par message, laisse-moi penser, mais je ne sais pas trop là. parce que tu vois, il y en a hier, Nicolas Deparoy, il m'a dit tu fais le chat. Que c'était son entraîneur en fait qui lui disait un truc comme ça. Il y en a un qui m'a dit c'est mieux que neuf. Tu vois un peu des trucs comme ça. Je te renverrai un message comme ça que tu as le temps d'y réfléchir. Mais c'est vrai que je note un petit peu tout ça. Je vais faire une compile un peu des expressions de pilote, tu vois. Et du coup voilà. Ok. Et ben tu vois il y a Estelle qui nous dit merci pour ce moment. C'est top. Merci à toi d'être là. Et pareil, j'ai un Merci. papa qui a été là avec son petit qui me dit coucou, je te salue bien bas, Allez. mon cher Fabrice. Du coup, voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin pour tout le monde? Non, ben merci. Ça a été un plaisir qu'on se connaisse. J'espère Super. que je devais y aller en juillet, mais je pense pas qu'en juillet ils nous laisse Mhm, voyager. mhm. Mais j'espère qu'on aura l'opportunité de se voir. Comme je te dis, je Grave, viens au avec moins deux plaisir. fois par an 2 fois par an en France Ouais. et peut-être on se verra sinon au Cast Trophy, hein, parce que ça, je vais y aller, c'est sûr. Mhm. Bah, c'est ça, bah, moi peut-être avec grand plaisir, hein. Franchement ça me ferait pas de mal d'aller un petit peu dans les dunes. Donc si bah, quand tu passes dans le coin ou quoi que ce soit, ou si moi bah, je m'inscris pour le Cast Trophy, franchement bah, ce sera avec grand plaisir pour te rencontrer, c'était top. Merci beaucoup à toi en tout cas, c'est vraiment top, merci beaucoup de nous avoir livré toutes ces anecdotes, c'est top, c'est impeccable, je pense qu'on a fait une très belle vidéo là grâce à toi.
Merci beaucoup, hein. Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne après-midi parce que chez toi, c'est le début d'après-midi. Et Ouais, c'est puis, 3 heures. c'est ça. Et puis voilà, je te souhaite, ben, je te dis du coup à bientôt. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Ciao. Ciao. Hop là. Merci beaucoup à tous. C'était un plaisir. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée parce que nous c'est pas le milieu d'après-midi. Donc du coup voilà, je vous donne rendez-vous demain avec Rico Lunier. Rico Lunier, le directeur fou des paddocks français, directeur de course qui a encadré beaucoup de choses. Donc ce sera top. Ciao. Vous avez quoi